marins et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui je suis avec mes dauphins puisqu'on a envie de vous rappeler les règles de bonne conduite à respecter lorsque l'on est en mer et que l'on peut rencontrer des cétacés. Probablement que tu vas naviguer tout l'été et j'espère que tu auras la chance de pouvoir croiser des cétacés en mer. On a la chance en France d'en avoir pas mal qui peuplent nos eaux françaises et notamment pas mal de delphinidés. Mais pour cela, pour que le moment reste magique et inoubliable pour tout le monde, il faut respecter quelques principes afin de ne pas occasionner de blessures physiques ou de nuisances psychologiques à l'animal. Ça tombe bien parce qu'on a des règles de bonne conduite qui nous ont été édictées par le sanctuaire Pélagos, que tu connais certainement et qui est placé au large de la Méditerranée et qui lutte toute l'année contre les nuisances qui peuvent être faites aux cétacés. Ça peut être des nuisances de type de pollution, mais aussi des nuisances sonores, les dérangements par les engins motorisés, que ce soit les bateaux à moteur ou les petits engins motorisés style jet ski, mais ça peut aussi être évidemment les captures accidentelles ou les organismes de whale watching peu scrupuleux qui ne respecteraient pas ces règles de bonne conduite. Pour la petite histoire législative, si je puis dire, il faut savoir que depuis le 1er juillet 2011, on a un arrêté ministériel qui permet de sanctionner les perturbations intentionnelles occasionnées aux mammifères marins placés dans les eaux sous la juridiction française. Mais c'est pas tout, cet arrêté ministériel a été complété par l'arrêté du 3 septembre 2020 qui définit que toute approche à moins de 100 mètres dans les aires marines protégées est considérée comme une perturbation intentionnelle et donc peut être là aussi tomber sous le coup de la juridiction. Enfin, à partir du 6 juillet 2021, la préfecture maritime de la Méditerranée a, elle, étendu cet arrêté à l'ensemble de toutes les eaux de la Méditerranée. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où tu navigues en Méditerranée, même si ce n'est pas une aire marine protégée, même si tu n'es pas dans le sanctuaire Pélagos, évidemment, et ben si tu as moins de 100 mètres des cétacés, tu peux encourir des poursuites légales. Enfin, il faut savoir que les cétacés sont aussi protégés par des accords internationaux tels que la Convention de Barcelone, la Convention de Berne et la Convention de Bonn, ou enfin la COBAMS, qui est l'accord pour la conservation des cétacés de la mer Noire et de la mer Méditerranée et de la zone atlantique adjacente. C'est tout pour le point légalité, je fais pas plus long, je ne t'assomme pas avec la législation, mais c'est important de te rappeler que tout ce que je vais te dire, c'est pas juste pour t'embêter, c'est pas juste des délires, d'écolo ou quoi que ce soit, mais c'est aussi des poursuites pénales que tu peux encourir. Trêve de bavardage sur la législation et on va passer tout de suite dans le vif du sujet avec comment se comporter en mer à l'approche des cétacés. Ce qu'il faut savoir évidemment, c'est que l'approche des cétacés en mer de la part des bateaux quels qu'ils soient peut occasionner de graves séquelles, qu'elles soient physiques ou psychologiques à l'animal et plus généralement au groupe d'animaux que tu rencontreras. Donc c'est pour ça que nous avons cette règle-là qui va être la plus importante à garder en tête. Tu le vois sur le diagramme, il est interdit à l'heure actuelle de s'approcher à moins de 100 mètres, c'est cette zone en rouge du cétacé, et tu as le droit par contre d'être dans la bande des 300 mètres qui sont les deux diagrammes en jaune. Tu le vois avec ton bateau et on va voir comment se comporter dans cette zone des 300 mètres qui sont donc les deux zones en jaune. Sur mon croquis, pas de panique, je te mettrai tous les liens très intéressants qui te permettront de creuser un petit peu plus comment se comporter en description de la barre d'infos. Donc maintenant, on est dans la zone des 300 mètres. Qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre un cétacé? Déjà, il faut savoir que ce qui va perturber principalement les cétacés, ça va être évidemment déjà la présence du navire si on vient déranger un clan de cétacés, mais ça va être aussi tout ce qui va être les bruits des moteurs, des sonars et évidemment les gaz d'échappement. Ça va engendrer de fortes pressions sur l'animal. On le sait, ce sont des animaux très sensibles et quand je dis sensible, c'est pas au terme émotionnel et on n'est pas dans l'anthropomorphisme, mais sensible aussi au niveau de la façon dont ils utilisent leurs sens. Ils ont des sens bien plus développés que nous, certainement. Donc,
toutes nos interactions viennent aussi perturber la façon dont ils utilisent leur sens. Donc ce qu'il est conseillé dans tous les cas, ça va être évidemment, tu es là tranquillement en mer en train de naviguer avec ton petit voilier ou ton bateau à moteur, ton jet ski, et des cétacés arrivent. Bien souvent, ils vont venir se mettre à la proue de ton bateau. Donc, la première chose à faire, c'est de réduire la vitesse de son bateau. On conseille de ne pas aller à plus de 5 nœuds. Et surtout, les cétacés ont tendance à naviguer en clan, en pod. Il va falloir caler sa vitesse sur l'animal le plus lent du groupe. On ne va pas chercher à les dépasser, à se mettre à l'avant du groupe. On va rester à l'arrière du groupe de cétacés qui naviguent et on va caler sa vitesse sur le plus lent. Histoire justement de ne pas, de ne pas leur mettre une pression supplémentaire, qu'ils ne se sentent pas pourchassés. Ça va aller avec le deuxième point, c'est qu'on va avoir tendance à rester, alors je ne sais pas si tu vas bien le voir à la vidéo, dans la partie, on va avoir tendance à laisser les cétacés, voilà, à l'avant du bateau. Dans la partie supérieure du bateau, on ne va jamais venir se mettre collé aux nageoires à l'arrière, juste par derrière les cétacés, et on ne va évidemment pas les pourchasser par derrière, mais on va plutôt avoir tendance à adopter une route le plus parallèle possible. On le voit très bien sur le diagramme que je vais te remontrer. Tu vas arriver progressivement avec un mouvement un peu circulaire pour venir te placer parallèlement à la route du cétacé qui va lui venir naviguer, voilà, plutôt à l'avant de ton bateau. Comme je te disais, tu n'essayes pas de les dépasser parce que ça va engendrer du stress, ça va engendrer un sentiment d'être pourchassé, justement, d'être en danger. Les cétacés sont globalement des animaux assez intelligents. Ils ont aussi très bien intégré souvent que les bateaux peuvent être source de danger, notamment les engins de pêche avec les captures accidentelles. Donc, on ne veut pas qu'ils se sentent pourchassés, donc on va adopter cette trajectoire que je te remontre ici, qui va être un peu en demi-cercle, et on va rester de façon au maximum à être parallèle à la trajectoire du cétacé. C'est le cétacé qui décide de la distance d'approche, c'est-à-dire que évidemment, c'est pas la peine de monter sur tes grands chevaux et de me dire oui, mais des fois c'est eux qui s'approchent et qui viennent vraiment se frotter à la proue du navire. Évidemment, ce sont des cas particuliers qui arrivent, mais dans tous les cas, c'est l'animal qui doit décider à quelle distance il s'approche. Toi, tu as l'ordre de rester le plus possible dans cette distance des 300 mètres, et après, c'est l'animal qui va avoir le loisir de venir ou pas plus près de toi s'il le décide, mais tu ne vas pas prendre un cap pour aller directement foncer au milieu d'un clan de cétacés. Tu dois garder le cap le plus parallèle possible au cétacé, quitte à rectifier ta trajectoire une fois la rencontre passée. Évidemment, dans le même état d'esprit de garder le cap parallèle, comme je te disais, tu vas surtout utiliser des mouvements un peu en art de cercle et très lents, très progressifs. Si tu navigues avec les cétacés un petit bout de chemin, à aucun moment tu ne prends un cap radicalement changeant en leur compagnie. On n'empanne pas, on ne vire pas de bord brutalement. Au contraire, on va plutôt barrer de façon à modifier son cap très légèrement, très progressivement, de façon aussi à ce que l'animal puisse comprendre ton intention, entre guillemets, et puisse ne pas se sentir agressé et ne pas se sentir en danger par tes manœuvres. Quelque chose qu'il est aussi très important à garder en tête quand tu navigues avec les cétacés, c'est que imagine que je suis le banc de sable, la côte, si tu es en côtier ou en semi-côtier, parce que tu as quand même plus de chances de les rencontrer quand même un petit peu au large, on va pas se mentir. Donc il est conseillé et préférable que ton bateau soit toujours placé entre la côte, c'est moi la côte, entre la côte et le cétacé, plutôt que l'inverse où là encore le cétacé va avoir un sentiment d'enfermement et d'oppression si le navire est placé plutôt vers le large et mettant le cétacé entre le navire et la côte. Ça peut créer là encore un sentiment de danger, d'enfermement. Donc on te conseillera toujours de te placer parallèle, enfin de te placer près de la côte et de laisser aux cétacés tout le loisir de prendre un cap vers le large quand ils en auront besoin et envie. Évidemment,
On ne sépare jamais une mère de son petit. Si il y a des cétacés qui naviguent avec les jeunes cétacés, prudence extrême là encore, parce que les petits peuvent être moins visibles que les adultes et dans le même ordre d'idées, on ne sépare jamais un clan. Souvent les cétacés et à plus forte raison les delphinidés sont des animaux très sociaux qui vont la plupart du temps se déplacer en groupe. Donc on ne vient jamais séparer un groupe. On ne va pas prendre le bateau pour se mettre un petit peu en zigzag au milieu du groupe et séparer, éparpiller les cétacés. Là encore, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête quand on navigue, mais même dans leur façon de se déplacer, dans la façon de se déplacer des cétacés, il y a quelque chose de l'ordre social, de la hiérarchie et il n'y a pas que du hasard dans la façon dans lesquelles les cétacés se positionnent pour naviguer. Donc évidemment, jamais on ne vient volontairement casser un clan pour se mettre au milieu et pour s'approcher et pour mieux les voir. Ça va là encore sous le bon sens. Évidemment, il est absolument conseillé d'éteindre tout ce qui va être sondeur, sonar, parce que ça occasionne de très fortes perturbations acoustiques. Ben, on le sait. Nos petits cétacés, ils utilisent principalement l'écholocation et ils ont besoin aussi de leur oreille interne pour pouvoir se diriger et communiquer facilement et de la bonne façon, si je puis dire. Et en fait, on le sait, tout ce qui va être sondeur et sonar peuvent occasionner de très graves perturbations sur l'oreille interne des cétacés. Ça peut même aller jusqu'à des blessures au niveau des tympans, au niveau de toute la sphère qui va être acoustique et qui va gérer là encore leur système de déplacement. Ça occasionne régulièrement des échouages massifs de cétacés. Donc il est vraiment très important de réduire sa vitesse, d'éteindre les moteurs si possible, d'éteindre tout ce qui va être sondeur, sonar, tout ce qui peut perturber leur façon de se déplacer et de se repérer dans l'espace. Je sais que c'est peut-être pas clair pour toi comment fonctionne l'écholocation, donc si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire, je te ferai une vidéo bien plus détaillée là-dessus. La vidéo est déjà assez longue sur les règles de bonne conduite, donc là je te mentionne juste que tous ces appareillages-là perturbent le bon fonctionnement de leur écholocation, mais on fera une vidéo plus complète là-dessus si tu veux. Qu'est-ce que je peux te dire en presque dernier point? Évidemment, si tu constates un comportement bizarre de la part des cétacés, un comportement changeant du tout au tout au moment où tu es arrivé, ou même quelque temps que tu as passé en mer avec eux et que d'un coup ils changent de comportement, tu t'écartes. Tu vas changer de cap progressivement, tu vas y aller doucement pour changer de cap, mais tu pars. En fait, un cétacé qui va changer de comportement, qui va se comporter bizarrement, de façon complètement inhabituelle, on va considérer que on lui a occasionné, que notre simple présence a occasionné une perturbation, un stress chez l'animal. Donc, on ne va pas attendre et on va à ce moment-là, commencer à partir et à changer de cap progressivement pour les laisser en paix. C'est important de bien être attentif. C'est génial de rencontrer les cétacés, mais il faut vraiment être attentif à leur comportement et essayer de détecter au maximum les gestes d'inconfort. Je sais qu'on n'est pas forcément habitué et formé à ça, donc c'est pour ça que je te fais aussi cette vidéo. J'espère que ça va pouvoir t'aider à y voir plus clair. Évidemment, il est aussi conseillé, là c'est plus pour les organismes de whale watching, mais si tu navigues en flottille, je te le mentionne aussi, il est conseillé qu'il n'y ait qu'un seul bateau dans la zone des 300 mètres qui s'approche du cétacé. On conseille aussi de ne pas rester plus longtemps qu'une demi-heure, notamment dû au stress, aux perturbations que ça peut occasionner. Et si vous êtes plusieurs bateaux à naviguer, on vous conseillera dans ces cas-là de tourner, de passer un petit moment, quelques minutes avec les cétacés et de reprendre, de changer de cap pour laisser un autre bateau venir s'approcher un peu plus. Donc si tu navigues en flottille, c'est bien aussi d'avoir ça en tête. Et bien évidemment, pour cela, faut vous coordonner avec la VHF en disant bon nous on y va pendant 5-10 minutes, après c'est bateau machin qui y va et après ça sera un tel. Voilà, c'est important de prendre ça aussi en considération. Évidemment, dans la zone des 100 mètres, il est formellement interdit de s'y approcher, mais il peut arriver que le cétacé de lui-même décide de venir
à la rencontre de ton navire. Donc dans ces cas-là, ce qu'on fait absolument, c'est qu'on coupe le moteur. Parce que tu le sais, trop souvent, il y a des cétacés blessés par les pales des moteurs. On veille aussi, on fait attention à ne pas avoir, par exemple, de bouts flottants dans l'eau, dans lesquels les animaux pourraient s'emmêler, pourraient se blesser. Donc ça aussi, il faut faire attention à ça. L'idéal, c'est d'avoir retiré ses pare-battages, bien entendu. Globalement, personne ne navigue avec ses pare-battages encore de part et d'autre du navire. Mais voilà, des fois, je préfère te rappeler des choses qui tombent sous le bon sens. Évidemment, si le cétacé s'approche vraiment très très proche de ton voilier, il est conseillé là de ne même pas être à 5 nœuds, mais d'être proche de 0 nœud, quitte à réduire un peu ta voilure, je te l'ai dit, à arrêter le moteur, mais à réduire aussi la voilure afin de, là encore, ne pas occasionner de perturbations plus importantes que ça. Encore deux petites choses à te signaler. De façon générale, quand un cétacé approche, on reste sur le bateau. Je sais que ça peut être tentant, mais on ne se penche pas pour les caresser. On ne va pas non plus sauter à l'eau pour venir nager avec eux. C'est formellement proscrit et interdit. La première chose à garder en tête, c'est que le cétacé reste un animal sauvage. Je sais qu'on peut avoir une vision un peu romancée des cétacés et à plus forte raison encore des dauphins parce que le cinéma, la littérature, tout ce que tu veux, et on a cette belle image de l'animal sauveur de naufragés, de chiens ou d'animaux à la dérive, et on a envie d'aller nager avec eux. C'est vraiment une vision totalement de cinéma. On n'est pas dans les aventures de Flipper le dauphin. On va pas venir nager avec le cétacé. Et pourquoi je te rappelle cela? Parce que le cétacé reste un animal sauvage, un animal qui peut peser entre 150 kilos et plusieurs tonnes suivant les espèces de cétacés. Donc, ne serait-ce que physiquement, même de façon pas intentionnelle, le cétacé peut avoir envie de jouer avec toi, peut avoir envie, tiens, de t'emmener un petit peu sous l'eau, et de t'attraper par un vêtement ou par un membre et de t'amener sous l'eau. Globalement, lui, il est génétiquement conçu pour pouvoir tenir plusieurs minutes, voire même plusieurs dizaines de minutes ou heures en apnée, alors que toi, déjà, si tu tiens 2-3 minutes en apnée, ça sera déjà pas mal. Même les champions d'apnée ne tiennent pas plusieurs heures et ne tiennent pas n'importe comment à des profondeurs en apnée. Tu peux être soumis à des accidents de décompression, hormis le fait de la noyade, si jamais tu arrives à te libérer et si jamais tu arrives à remonter à la surface. Mais aussi, évidemment, ces petits bestiaux-là, ça a des mâchoires et des dents assez acérées. Donc, tu peux être victime de blessures physiques intenses. Voire même dans les cas les plus graves la mort, on va pas se mentir. Globalement, je pense qu'on a une image des orques un peu plus agressive et qui ne viendrait pas à l'idée de sauter, de te mettre à l'eau pour aller nager avec une orque qui viendrait s'approcher de ton bateau. Donc pour les cétacés plus petits de la famille des delphinidae ou les marsouins, ou les globicéphales, c'est pareil. C'est pas parce que c'est mignon que ça n'en reste pas moins des animaux sauvages. La deuxième chose, c'est que, comme je te disais, tu ne vas pas non plus les toucher. On se penche pas par-dessus bord pour venir les caresser. On ne les embête pas non plus avec une gaffe ou un pare-battage pour essayer de les toucher à distance. Tout simplement parce que ça reste une agression. Et qu'on peut les blesser, mais aussi peut-être quelque chose dont on en parle un peu moins, mais on n'est absolument pas au courant de l'état de santé de l'animal ni de son état sanitaire. Il peut être porteur de maladies, de bactéries, de même que tu peux être porteur de germes aussi, et que le contact humain-animaux peut occasionner là encore des transmissions à l'un ou à l'autre de maladies, de parasites ou de bactéries. On parle beaucoup des zoonoses à l'heure actuelle. Ça pourrait être un exemple. C'est pas parce qu'on n'a pas encore de maladies, par exemple, typiquement répertoriées qui se transmettent, par exemple, du dauphin à l'humain,
que ça ne pourrait pas arriver, et toi-même tu peux aussi transmettre des germes aux dauphins. On sait, les dauphins ont souvent des petites cicatrices, des marques un peu partout sur le corps et des plaies. C'est souvent des marques occasionnées par les comportements sociaux, certains jeux plus ou moins violents et plus ou moins intenses avec leurs congénères. Mais il peut y avoir des plaies fraîches aussi et des plaies peut-être un peu plus ouvertes. Et là encore, le contact avec l'humain pourrait favoriser le passage de germes dans le corps de l'animal, entraînant des maladies. L'animal peut être aussi porteur de maladies. On l'a vu par exemple avec l'orque qui est morte dans la Seine récemment, qui était porteuse de parasitose, de mycobactéries, quelque chose comme ça. Donc là encore, contrairement aux idées reçues et véhiculées par certains organismes de tourisme et de nage avec les dauphins, etc., sauter à l'eau pour te mettre au milieu d'un monde de delphinidés, c'est pas forcément la meilleure idée que tu auras ce jour-là, et ça sera peut-être la dernière idée que tu auras. Donc voilà, ça va sous le bon sens, et de la même manière, il est absolument interdit de nourrir les cétacés pour ces mêmes raisons que tu n'es absolument pas au courant de leur état de santé et de leur état sanitaire. Globalement, les cétacés ont leur propre régime alimentaire, et si tu remarques qu'un cétacé semble être mal en point, avoir faim, avoir besoin d'être nourri, je te conseille plutôt de prendre les coordonnées GPS et les infos de localisation à donner aux associations de protection des cétacés. Tu peux contacter certainement le sanctuaire Pélagos, Sea Shepherd ou ce genre d'organisation. Pareil, je te mettrai les liens en description de la vidéo pour leur signaler que tu as remarqué tel ou tel cétacé blessé. Pour finir, j'ai envie de te rappeler et de t'inviter à rester vigilant à partir d'une distance de 1000 mètres. Peut-être que tu vas apercevoir très au loin les cétacés apparaître un tout petit peu au-dessus des flots, et il faut déjà commencer à être vigilant pour la simple et bonne raison qu'en fait il peut y avoir d'autres membres du clan qui vont petit à petit arriver à hauteur d'eau. Il peut y avoir des plus jeunes aussi qui peuvent passer bien plus inaperçus. Donc globalement, dès que tu commences à apercevoir des cétacés, même si tu es très loin de la bande des 300 mètres, vigilance accrue, on ralentit sa cadence, on ralentit sa vitesse, on limite sa vitesse à 10 nœuds, même si on n'est pas dans la bande des 300 mètres, voilà, on réduit progressivement sa vitesse, on adapte progressivement son cap là aussi, et on ouvre l'œil, on est vigilant. Si vous êtes plusieurs à naviguer, c'est justement bien, par exemple, de dépêcher un ou deux coéquipiers qui sont pas affairés sur le bateau à ce moment-là, à plus forte raison parce que tu auras réduit la vitesse et la voilure peut-être, de spécifiquement leur dire tu scrutes tel coin de l'océan, toi tu scrutes tel autre coin, et vous tenez au courant le barreur qui peut-être aura une visibilité un peu moins accrue. Donc voilà, n'hésitez pas à vous coordonner aussi. Et évidemment, c'est pas parce qu'on te dit d'être attentif aux cétacés que tu ne l'es pas au reste de l'environnement marin, parce que bien souvent il y a pas que des cétacés qui naviguent et qui nagent dans ces eaux à ce moment-là. Si tu croises un banc de cétacés, il peut y avoir d'autres animaux marins, et grosso modo le risque de collision est probable, que ça soit avec un cétacé ou avec d'autres animaux marins. Et on conseille, on sait que au-dessus de 5 nœuds de vitesse, le risque de blessure en cas de collision est important, voire dramatique. Donc c'est pour ça qu'on te conseille dans la bande des 300 mètres de rester à 5 nœuds et pas plus, et de réduire ta vitesse dès les 1000 mètres où tu aperçois au loin des cétacés. Je pense que j'ai fait pas mal le tour, et on fait un petit récapitulatif express parce que la vidéo est longue, et du coup si tu veux switcher juste à la fin de la vidéo, à l'approche des cétacés, dès qu'on est à proximité de la zone des 300 mètres, mais même avant, on commence à réduire sa vitesse. Allure lente, entre 10 et 5 nœuds dès qu'on est dans la zone des 300 mètres. On progresse de façon calme, avec un cap clair et défini, facilement compréhensible par l'animal. On n'approche pas à plus de 100 mètres. C'est le cétacé qui décide ou non de s'approcher, mais on ne va pas au contact de ce dernier. La durée d'observation est limitée à environ 30 minutes. En dessous, s'il y a d'autres bateaux, il faut se coordonner. Il est recommandé d'avoir un seul bateau dans la zone des 300 mètres, et
on ne touche pas le cétacé, on ne le nourrit pas, on ne va pas nager avec lui et globalement on évite tout comportement qui va désolidariser un pod, désolidariser un clan. On ne s'interpose pas entre plusieurs cétacés, on essaye d'être toujours entre les cétacés et la côte pour leur laisser le choix d'aller au large. Et pour finir, on ne poursuit pas le cétacé par derrière, on ne fait pas une course-poursuite et on essaye d'avoir une trajectoire la plus parallèle possible au cétacé. Et quand on veut changer de cap, si on veut partir, on change de cap très lentement et très progressivement de façon, on s'écarte de plus en plus de façon à ce que la trajectoire soit compréhensible par les animaux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis d'y voir un peu plus clair sur comment se comporter quand les cétacés approchent du navire. C'est une expérience certes magique et certainement unique, mais ça peut très vite virer au cauchemar pour l'animal, occasionner des dégâts physiques, psychologiques et social aussi au sein du groupe. Donc, on garde en tête toutes ces règles de bonne conduite. N'hésite pas à se les relire avant de partir en navigation pour les avoir en tête. N'hésite pas à aller voir toutes les sources que je te mets en commentaire, en description et en commentaire pour mieux gérer les approches. C'est quelque chose auquel, en tant que plaisancier, on n'est pas forcément formé. Ça commence à circuler un peu plus dans tous les organismes de whale watching, mais en fait, ce sont des règles de bon sens et de bonne conduite qui devraient s'appliquer quel que soit le sport nautique que tu pratiques, que ça soit de la navigation à la voile, de la navigation au moteur, du jet ski ou autre. Je vois pas trop d'autres cas de figure, mais voilà. On garde tout ça en tête pour que les animaux continuent à se sentir bien dans nos eaux françaises, continuent à les visiter. On a beau tous adorer la mer c'est pas notre élément et elle n'est pas qu'à nous, on la partage avec tous les animaux qui vivent dans les mers et les océans. Donc à nous d'apprendre à partager cet endroit avec ceux qui y vivent et à respecter leurs besoins et pas à juste vouloir satisfaire nos petits plaisirs égoïstes d'humains. Et c'est génial de voir des cétacés, mais c'est encore mieux si l'animal il repart intègre et sans séquelles. Continue à bien te comporter en mer. J'espère que j'ai rien oublié. N'hésite pas à me dire en commentaire de la vidéo si j'ai oublié des points importants. Je crois que j'ai fait à peu près le tour, mais voilà, peut-être que j'ai oublié. Pour la petite anecdote, le tournage a été absolument chaotique parce que j'ai Kotetsu derrière moi qui m'a interrompu tout le long des tournages. Donc ça, c'est juste pour la petite coulisse, les petites coulisses, mais voilà. Bah évidemment, si tu navigues avec des animaux aussi, essaye de garder un œil sur ton animal et évite-le d'aller à l'eau au moment où les cétacés sont là. Souvent, les chiens sont très curieux à l'approche des cétacés. Quand les cétacés s'approchent des bateaux, ils ont envie d'interagir avec. Mais là encore, de la même façon que toi, tu ne vas pas nager avec les cétacés parce que ça reste un animal sauvage dont le comportement est imprévisible, ben ça peut être la même chose pour ton chien. Ton chien peut savoir très bien nager, même en haute mer, il peut avoir un harnais ou autre, un harnais de flottabilité. Ça serait vraiment pas la bonne idée de mettre ton chien à l'eau pour qu'il aille nager avec les cétacés. Ça coule sous le bon sens, mais des fois le bon sens, on a besoin de se le rappeler un petit peu. Donc voilà, je fais pas plus long, je te dis à très bientôt et bonne navigation avec tous les cétacés. À bientôt. Et que Kotetsu, merci de venir m'aider. T'as quelque chose à dire sur les cétacés? Ah putain, mes feuilles. Ah si, Coco. Pas plus pour ne pas, là encore, leur... Kotetsu! Mais Kotetsu, s'il te plaît. Kotetsu, s'il te plaît, tu arrêtes.